sont Madame Pascale Guay, présidente de Dialogue Insight, et Monsieur Alexandre Touin, vice-président aux opérations. Sur ce, je laisse la parole à Pascal et je vous revois à la fin pour la période de questions. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là pour cette nouvelle année. Déjà, on dit toujours, on dit chez nous, jusqu'au 15 janvier, on peut souhaiter la bonne année, mais bon, pour la majorité d'entre vous, ça fait déjà longtemps que vous êtes rendus en 2023. Je sais pas, nous, chez Dialogue Insight, on dirait que le début de l'année, c'est il y a 3 mois. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans les deux, trois dernières semaines. On a fait d'ailleurs notre activité de Noël, on fait toujours en janvier, donc ça a été le fun de voir toute l'équipe ou une bonne partie de l'équipe avec nous. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler des tendances en marketing relationnel. Alexandre a le contrôle de la présentation. Alors Alexandre, juste tourner. Durant la présentation, en fait, il va y avoir des questions, vous allez voir, et chacune des questions, dans le fond, on va vous demander d'y répondre dans le chat pour que les autres puissent avoir les réponses. Donc, on veut faire une conférence un peu plus interactive. Alex et moi, on est habitués. C'est rare, là. Alex a eu du temps pour se préparer. C'est déjà arrivé qu'à 20 minutes d'une conférence, Alexandre, je te fasse sauter dans l'arène. Là, au moins, on a eu le temps. Il y a beaucoup c'est un sujet qui est quand même large, les tendances pour cette année. On espère pouvoir en couvrir le plus possible. On va se doser au milieu de la conférence pour voir on est rendu où dans la présentation. Exactement, exactement. C'est sûr que les tendances 2023, c'est quand même un sujet important. C'est un sujet super populaire. On le voit d'année en année. C'est un de nos webinaires qui fonctionne le mieux. Les gens sont très curieux de voir ce qui s'est passé un peu l'année dernière, jusqu'où on s'en va. C'est un moment, là, décembre, janvier, c'est vraiment un moment qui nous permet de réfléchir à comment cadrer et structurer l'avenir. C'est sûr que c'est un moment important pour l'ensemble de nos clients, pour l'ensemble des marques, pour pouvoir planifier l'année. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, ouais, bon, j'avais un petit peu de misère sur le contrôle, mais c'est bon, c'est revenu. Juste avant de commencer un peu sur 2023, c'est important de revenir un peu sur 2022, ce qui s'est passé. Puis on va le voir vraiment de l'optique, je vais dire, Dialogue Insight, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on a vu, c'est quoi les projets que nos clients nous ont approchés, qu'est-ce qu'on a piloté par rapport à ça. Et si on se souvient, 2022, ça paraît loin, mais c'était un peu la fin des mesures importantes pandémiques, un certain retour à une certaine normalité finalement. Et ça a transformé beaucoup les choses à peu près au milieu de l'année où est-ce que durant les 2 dernières années, on était beaucoup en mode réaction, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il se passait des choses sociétalement dans le monde, les clients, les marques réagissaient selon le moment présent, selon la mesure. Alors que là, le retour fait que les gens sont revenus un peu à essayer de voir une planification un peu plus long terme basée sur les constats qui avaient été faits dans les dernières années. Ce qui fait ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup d'éléments de transformation. Fait, oui, il y a eu plus de transformation auprès de notre clientèle et une volonté d'autonomie aussi au travers des outils. Pour ça, on a eu beaucoup de projets clients, là, on va dire comme ça, rattachés au profil 360, de vraiment créer une vue 360, l'unification de la fiche client finalement, avec beaucoup de synchronisation. Donc, on a eu énormément de projets par rapport à ça. Ça a été une année très, très data. Et on s'attend à ce que ça continue un peu à ce niveau-là. On a aussi certains éléments, je vais dire, d'évolution dans le courriel. On le sait, le courriel, c'est une technologie qui évolue peut-être plus lentement que le web, mais quand même, il y a eu pas mal d'évolutions, surtout au niveau de la délivrabilité, puis je vais en parler plus tard. Puis aussi la venue du dark mode là, qui a été très populaire en 2022 avec tous les petits éléments qui sont rattachés à ça qui doivent être bien réfléchis. Mais ça a été beaucoup ce qu'on a mis en place. Évidemment, il y a eu aussi il y a eu des constats dans l'industrie, beaucoup d'éléments rattachés à la sécurité. Et ce qui a fait que on a un peu rediriger certains efforts chez nos clients vers la gestion de risque, vers une revue des éléments de sécurité, vers la synchronisation des utilisateurs pour être certain que les bons utilisateurs aient accès aux bonnes données, etc.
Puis au travers de ça, ben, Apple a lancé fin 2021, là, mais on a surtout vu l'impact en 2022, iOS 15 et iOS 16 là, par la suite, qui viennent rajouter une couche au niveau de la vie privée puis de la confidentialité de ce que nous, on peut recevoir comme information, qui a changé beaucoup de choses. Puis évidemment, là, AI, là, je ne sais pas si des gens ont entendu parler de ChatGPT. Ça a été pas mal le gros point de fin d'année. Et on est tous, je pense, très curieux de voir comment ça va évoluer cette année. Exact. Juste peut-être pour revenir effectivement à l'évolution du courriel, c'était quand même assez stable. Il y a toujours eu un peu plus de défis au niveau du marché français, au niveau de la livraison de courriel chez certains fournisseurs, mais on voit quand même au niveau du Canada ou du Québec aussi des impacts. On dit souvent, nous, à la joke, le courriel, si on avait à repartir une entreprise, moi puis mon associé Pascal, on dit souvent, on repartirait soit une entreprise qui fait des radis ou on vendrait des souliers. OK, lequel des deux veut vendre des souliers? Je vous laisse deviner. Mais c'est vraiment, le courriel, c'est un outil hyper puissant, mais c'est quand même un des outils qui est, comme Alex le dit, il évolue, mais à petits pas. Et là, la livraison va devenir effectivement là, des défis assez importants. Si on regarde justement au niveau des défis qu'on voit pour l'année 2023, donc il y en a quand même plusieurs intéressants, là. Il y a, bien entendu, il y a une incertitude économique, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis il y a des licenciements massifs. Je ne sais pas si vous suivez au niveau de l'actualité, là, mais il y a énormément d'entreprises, principalement les grandes entreprises américaines, qui font des licenciements actuellement. Ce qui veut dire que on va probablement, OK, je pense que puis l'image, je pense que c'est une image qui veut tout dire, là. Et ça ne changera pas. On va toujours avoir des équipes marketing qui sont petites, mais avec énormément de choses à faire. Donc, c'est sûr que la situation économique, la pénurie de main-d'œuvre puis les licenciements massifs, ça va être un des éléments qui va être à regarder, à évaluer cette année. Au niveau de la situation au travail, bien, on voit des retours en télétravail, en hybride, en personne. J'entends beaucoup de personnes qui disent, bon, on travaille en hybride, mais quand je suis au bureau, je suis encore en meeting en ligne parce que c'est pas tout le monde qui est au bureau, ou je travaille avec des gens qui sont dans une autre région anyway. Donc, oui, il y a des retours, mais c'est sûr que ça change un peu la dynamique. Et on s'attend à une diminution globale des budgets marketing. C'est souvent le mal-aimé lorsqu'il y a des choses. Donc, il va falloir qu'on fasse plus avec moins de monde puis peut-être moins de budget. Je ne sais pas si ça va être retardé encore cette année, mais il y avait la mort des cookies qui avait été déjà annoncée pour, je pense, c'était 2022, qui a été retardée en 2023. C'est quelque chose qu'on s'attend. La cybersécurité, pour ceux qui sont au Québec, dans le fond, on va en parler tout à l'heure, là, mais il y a vraiment des changements. Puis il y a vraiment un paradigme là, de qu'est-ce qu'on fait, comment on est plus sécuritaire, comment on donne la possibilité aux gens de nous dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et il y a la protection de l'environnement. On voit de plus en plus d'entreprises, même on fait des présentations, on a des appels d'offres auxquels on répond et on doit expliquer notre politique environnementale, notre politique sociale. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle le ESG maintenant, on va en reparler probablement plus tard, beaucoup plus. Donc, ça, c'est plus au niveau des sujets de l'art, au niveau de ce qui affecte, là, ça n'affecte pas nécessairement le marketing relationnel en soi, mais ça va permettre quand même, ça va obliger les stratégies de marketing à s'adapter un peu à tous ces changements-là là, qui vont se passer. Si justement on avait à vous poser la question, quel sera votre plus grand défi en 2023, si vous utilisez un peu la fenêtre de chat, est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on a dit que vous voyez qui va être pour vous vraiment, vous voyez quelque chose se poindre à l'horizon, puis vous dites ça, effectivement, ça va être un sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille. C'est sûr que pour nous, une des choses qui est quand même, puis je pense que vous le vivez aussi, là, mais une des choses qu'on voit, c'est il y a des changements au niveau des employés, beaucoup de départs, d'arrivées. Fait que ça, de former les gens, de créer des procédures pour s'assurer d'avoir un transfert. Donc, si vous voulez changer là, sur ça va être quoi votre grand défi au niveau de vos stratégies de marketing relationnel, n'hésitez pas là, de nous les échanger dans la période, dans la portion chat là, qui est située à votre droite. Exact. Puis ça va nous permettre un peu d'adapter notre discours. Là, je vois des gens qui vont dans les questions, c'est parfait aussi. Là. Mais oui, effectivement, le roulement, le mouvement de personnel, ça amène toute une
espace d'expertise, de transmission de l'information, d'encadrement. Effectivement, dans les défis qui vont affecter comment on garde la qualité de communication qu'on offre, mais avec des gens qui je vais dire, débutent. Oui, effectivement, des beaux défis. Exact. Ben, comme je dis, dans le fond, on l'a senti aussi l'année passée, en 2022. Ben, en fait, depuis le début de la pandémie, depuis ce qu'on appelle la grande démission, là, je ne sais pas si c'est 2021, je pense que ça a été le début, mais 2022, ça s'est continué. Ça nous affecte quand même, nous. Avant de passer justement aux tendances de 2023, il y a toujours, dans le fond, les mêmes objectifs qui vont rester dans une stratégie de marketing relationnel. Et c'est des choses qu'on parle depuis longtemps. C'est drôle, Alexandre, tu te souviens quand on faisait les conférences, parce que comme tu disais, c'est toujours la conférence qui a le plus d'intérêt. Avant, pour ceux qui sont au Québec, puis ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, on faisait des petits déjeuners. On en faisait un à Québec, un à Montréal, et c'était le sujet qui était le plus populaire. Et quand on parlait de personnalisation, marketing relationnel, dans les débuts, là, on parlait de 10-15 ans, il n'y avait pas grand monde qui faisait de la personnalisation. Mais maintenant, on voit vraiment, dans le fond, dans les objectifs, les gens veulent personnaliser, donc ils veulent mieux exploiter la donnée justement qui vont leur permettre de personnaliser. Les gens veulent améliorer l'expérience client aussi sur l'ensemble des canaux. Ils vont vouloir faire un marketing un peu plus responsable, comme je disais tantôt, l'environnement, l'éthique, le sociétal, il y a beaucoup de tendances qu'on voit présentement qui se fait là-dessus. Et bien entendu, on en parlait au niveau de la démission, on va vouloir automatiser la majorité des choses pour justement qu'on ait de moins d'impact des gens qui quittent et puis qu'on s'assure aussi d'améliorer au niveau de la performance. J'avais sorti quelques chiffres, là, puis quand vous voyez que je regarde ailleurs, c'est parce que j'avais tellement de contenu que je ne pouvais pas. Donc, j'ai comme mis Alexandre, lui, je pense que c'est en bas, moi, c'est en haut. Ce qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'il y a 55% du monde quand même qui considère que la fidélisation, c'est un élément essentiel dans une période de récession. Donc, il faut qu'on fasse la fidélisation, surtout avec, bon, on en parlait, la disparition des cookies tiers. Il y a beaucoup d'opportunités d'acquérir de la clientèle qui va être perdue. Donc, ça, c'est super important. Et justement, dans une période comme maintenant, les gens, 67%, 68% des entreprises veulent investir davantage au niveau de la rétention. Il y a beaucoup de gens qui ont des programmes de loyauté qui vont peut-être vouloir les adapter dans les 3 prochaines années. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire cette année parce que c'est plus sur du long terme, mais on voit, puis j'en recevais un justement cette semaine, je pense que c'est Via Rail que je recevais cette semaine, qu'il y a des améliorations au niveau, comment on peut aller chercher des points, tout ça. Donc, il va y avoir aussi des améliorations, pas juste sur l'année prochaine, mais sur les trois prochaines années. Donc, ça, c'est vraiment les 4 objectifs clés au niveau des campagnes de marketing. Si on regarde au niveau vraiment de ce que nous, on voit comme tendance en marketing relationnel pour 2023, c'est un sujet qu'on parle depuis toujours. La première tendance, c'est si on veut faire du marketing relationnel, la donnée, c'est le départ de tout. Donc, d'aller chercher la donnée où on l'a, d'aller l'exploiter, de pouvoir en avoir. Et bon, je le raconte souvent là, quand on a commencé en 2001-2002, quand on a commencé à faire dans votre courriel, on était content, ou dans votre email, on était content qu'on avait des adresses électroniques, on n'avait même pas le nom, prénom. Et maintenant, dans le fond, on a des grosses bases de données, il y a beaucoup de contacts dans les bases de données, mais beaucoup d'informations. Donc, on voit que c'est la tendance qui va être à venir. Cette tendance-là va se répercuter sur 2 choses, dans le fond, 2 données. On parlait justement de la disparition des cookies tiers. Il va y avoir, on voit dans le fond, d'aller chercher plus de données, ce qu'on appelle le zero party data puis le first party data. Peut-être juste pour vous situer un peu plus, ceux qui sont peut-être un peu moins familiers, mais c'est vraiment d'aller créer de la donnée qui vous appartient, que vous allez pouvoir exploiter. Le zero party data, c'est des formulaires web, c'est des centres de préférence, c'est des processus interactifs. Lorsque le contact ou le client décide de vous donner de façon intentionnelle son information. Donc, justement, ça peut être dans un concours, dans un formulaire pour s'inscrire à une activité, dans un centre de préférence. Puis, je pense qu'il va y avoir quand même une belle amélioration. On voyait souvent des centres de préférence qui étaient, des cases à cocher. Je pense qu'il va y avoir quand même une amélioration. Les gens, on va vouloir aller chercher plus d'informations
par rapport à c'est quoi les intérêts des gens. Donc, des formulaires avec est-ce que vous aimez les produits ou les offres dernière minute? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un early adopter qui veut recevoir les informations sur les nouveautés? Quelle catégorie de produits les gens aiment? C'est quoi les sujets d'intérêt? Donc, avoir des formulaires de préférence que la personne va pouvoir s'inscrire à votre infolette, pouvoir s'inscrire sur votre site web et pouvoir vraiment vous donner de l'information. J'en vois même qui commencent au niveau du processus d'acquisition. Je ne sais pas si c'est la bonne place, là, mais lorsque vous êtes dans votre site e-commerce, d'avoir un formulaire dans lequel vous allez chercher un peu plus d'informations sur le client. C'est toujours touché, dans le fond, ça va être de voir jusqu'à quel point on peut demander de l'information, jusqu'à quel point l'information est bonne, mais les gens s'attendent, puis les gens veulent recevoir des communications personnalisées. Donc, l'approche va dire si ça fonctionne. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va venir cette année là, au niveau du Zero Party Data. Et le First Party Data, Alexandre en parlait, là, c'est le profil unifié avec toutes les données qui viennent. C'est plus la synchronisation de données automatique, c'est pas un must. C'est plus un kind, il faudrait que je fasse. Oui, il faudrait qu'on le fasse. C'est pas ça serait le fun. Donc, je pense que ça, on le voit de plus en plus. Puis on le disait en 2022, on a eu beaucoup de projets là-dessus. Donc, l'automatisation de transfert, que ce soit des transactions, l'information sur des contrats, l'information ou toute autre information, des demandes d'information, toutes les colliger ensemble, tous les contacts que vous avez avec votre clientèle pour vraiment venir créer votre entrepôt de données, votre connaissance client. Le parcours sur le site web, d'avoir vos propres outils aussi, d'aller chercher de la donnée sur qu'est-ce que la personne fait sur le site web, d'être capable de localiser la personne aussi par rapport à ce qu'elle fait. Un peu plus difficile la géolocalisation parce que depuis la COVID, en fait, là, il y a des gens qui travaillent à la maison, il y a beaucoup de gens qui voyagent, même qui travaillent. On en a, nous, chez Dialogue Insight, parce qu'on a choisi le télétravail à distance, qui vont dans d'autres régions. Par exemple, quelqu'un de la France qui est allé travailler pendant un mois aux États-Unis. Donc, c'est plus difficile la géolocalisation. On peut retrouver des façons peut-être pour améliorer ça. Mais une fois qu'on a toute cette donnée-là, après ça, il faut trouver des outils pour la transformer. Parce qu'avoir un gros entrepôt de données avec plein de données, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ce qu'on va voir aussi en 2023, c'est des outils qui vont permettre de transformer la donnée. D'avoir les intérêts, d'être capable, justement, par rapport au formulaire, justement, là, que vous avez, c'est quoi les intérêts d'une personne par rapport à ses achats, qu'est-ce que la personne a fait, même par rapport à ses clics. Puis là, on va en parler un peu plus tout à l'heure, parce qu'au Québec, on a une nouvelle loi qui va demander le opt-in pour faire le suivi dans les courriels et sur le site web. Donc, les clics vont peut-être être moins utilisés. RFM, c'est plus utilisé au niveau du e-commerce ou des entreprises de retail, mais c'est la récence, la fréquence, le monétaire, donc d'être capable de dire je veux segmenter mes clients selon la quantité d'argent qu'ils ont dépensé cette année ou la date de ma dernière transaction, des choses comme ça. Le BANT est souvent plus utilisé au niveau du B2B, là, c'est dans le fond, c'est être capable de déterminer à quel moment si la personne, c'est un bon fit pour votre produit, si elle est décisionnaire, si elle est dans le bon processus au bon moment. Justement, de l'engagement, être capable de définir est-ce que la personne est engagée avec votre marque par rapport à vos contenus, par rapport aux visites sur votre site web, différentes choses, et à quelle affaire. Donc, ça va être super important, étant donné qu'on a beaucoup de données, d'aller se créer des indicateurs, d'aller créer l'ADN de votre clientèle finalement, pour pouvoir justement exploiter cette donnée-là puis aller personnaliser davantage. C'est sûr qu'on va en parler un peu plus tard, là, il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont aider, là, des algorithmes de clustering qui vont être capables de mettre automatiquement vos contacts selon leurs actions dans des segments de clientèle particuliers qui vont vous permettre de faire de l'hypersegmentation où il y a la propension à acheter, dans le fond, le modèle de propensity modeling qui, dans le fond, va vous dire à quel moment la personne devrait être au point d'acheter. Si vous avez si vous offrez quelque chose qui est récurrent, un service qui est récurrent, vous êtes capable facilement de dire à la personne rachète aux 2 mois ou 3 mois. Si par contre, c'est plus des produits haut de gamme ou des produits avec moins. Donc, c'est vraiment des modèles qui vont vous permettre de dire à quel moment la personne, selon ce qu'elle a fait, est
sur le point de faire un achat chez vous. Donc ça, c'est ce qu'on va voir au niveau de la donnée, c'est vraiment aller chercher de la donnée et ensuite de ça, la transformer pour être en mesure de faire. Le deuxième, dans le fond, et on en a parlé au début, les entreprises et les clients sont davantage conscientisés par la sécurité et la confidentialité. On voit de plus en plus de monde. On sait qu'il y a eu la RGPD en Europe, il y a eu quelques cas d'entreprises qui ont eu des amendes l'année dernière. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Clairement, le domaine du marketing ne fera pas différence. On a vu récemment, là, justement, MailChimp, c'est la semaine dernière, je pense, qu'il annonçait des pertes de données. Donc, ça va être d'autant plus important de vraiment sécuriser la donnée, de s'assurer de bien choisir les fournisseurs qui sont au bon endroit. Comme je dis, au niveau du Québec, c'est même pas du Canada, il y a une nouvelle loi, la loi 64, qui s'en vient, qui, dans le fond, oblige les entreprises à demander le consentement pour faire le tracking sur le site web et pour faire le tracking dans les courriels ouverture et clic. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment, et ça va être en septembre 2023, ça va être un gros sujet qu'il va falloir, dans le fond, aller chercher ce opt-in-là. Présentement, on est plus en mode opt-out. Je dirais même en Europe, c'est plus, bon, si tu veux pas, tu gères tes cookies. Mais vraiment, au Québec, c'est vraiment le opt-in. Et j'aime beaucoup, là, il y a un hashtag qui est sorti, No Consent, No Tracking, que j'aime beaucoup. Là. Il y a de l'information qui sort sur ça, qui est quand même une source d'information qui permet de voir où ça s'en va, où s'en va le marché, dans le fond, par rapport à la possibilité de capter de la donnée chez les clients. Et de la donnée, quand je parle de cette donnée-là, c'est de la donnée, ça va être le first party data, c'est la donnée que vous récupérez, mais que la personne n'est pas au courant que vous récupérez, que là, vous lui demandez. On a vu aussi, Alexandre, je pense que tu m'en parlais là, au niveau des révisions des accès sécurisés aux données, le SSO qui s'implante de plus en plus. Les clients vont utiliser leur système interne de connexion qui se connecte à l'environnement de leur entreprise pour justement venir se connecter à des plateformes comme la nôtre. Donc, c'est qui, c'est quoi, c'est quand. Si je ne me trompe pas, Alex, effectivement, c'est un sujet qui a été... on a eu plusieurs projets sur ça cette année. Ouais, la petite anecdote là-dessus, c'est qu'en janvier 2022, on avait fait plus d'implantation d'SSO qu'on avait fait comme dans les 8 dernières années combinées, juste pour 2022. Je pense que l'aspect de encore la pandémie, le fait que les gens étaient en télétravail, fait que la vision de qui a accès à quoi, c'est difficile à gérer quand les gens sont à la maison, on voit pas tout. Quand un employé quitte puis qu'on est dans un même bureau, c'est assez facile de lui dire oh lui il faut que j'y enlève ses accès. Dans une optique où les gens sont dispersés, puis avec les vols de données qu'on voit, ça a comme élevé un peu les attentes en termes de sécurité. Fait qu'on fait beaucoup de projets de single sign-on là avec les outils internes. On l'offre. Exact. Puis on dit aux gens, là, on suggère vraiment fortement aux gens de ne pas se partager des adresses. Je sais qu'il y a encore certains de nos clients qui le font, là, mais s'il vous plaît, partagez pas des adresses, des codes d'accès à la plateforme, là, parce que si la personne quitte, puis que vous avez un accès, puis que c'est le même accès, il n'y a rien qui vous dit que cette personne-là, si elle est mal intentionnée, elle ne va pas venir exporter les données. Donc, il y a aussi ça, l'impossibilité d'exporter les données, d'y avoir accès. C'est super important. On a mis en place quand même là, la possibilité de voir les outils, puis de voir différentes choses au niveau de la sécurité. On continue à investir là-dessus. Il va encore avoir des investissements en 2023. En 2022, ça a été notre ISO 27001. En 2023, on continue à investir là-dessus, mais c'est important parce que on l'a vu, on l'a vécu ici au Canada avec Desjardins, qui est une institution financière. C'est une personne mal intentionnée et c'est souvent ça. Oui, il y a la cybersécurité, il y a les attaques externes, mais au niveau des personnes à l'interne, c'est quelque chose qui est important aussi à valider puis à s'assurer d'avoir les bonnes politiques à l'interne. Comme aime nous le rappeler notre VP sécurité constamment, les failles de sécurité, c'est toujours dû à de l'humain. C'est jamais une machine qui est comme hackée. C'est vraiment quelqu'un qui s'est fait voler son mot de passe. C'est 99,9% du temps comme ça. Fait que c'est là qu'il y a l'effort qui est mis beaucoup en cybersécurité. C'est pas juste de décider qui a accès, mais c'est qui a accès à quoi aussi qui est l'élément principal par rapport aux données. Donc, quelles données on donne accès, quelles données on donne pas accès. Est-ce qu'on donne accès aux données? À partir de là, il y a un paquet de trucs qui se met en place par rapport à ça, selon les critères des entreprises. Exact.
En fait, j'en profite, là, je prends un peu la balle. On va parler du marketing relationnel, évidemment, mais plus au niveau contenu. On va essayer de regarder contenu contenant là, au niveau des tendances de ce qui touche. Donc, la première chose, ben, on a parlé de marketing empathique, on a parlé de marketing bienveillant. Euh, Encore une fois, c'est comme la troisième fois que j'en parle, mais le résultat pandémique, pour moi, c'est une conséquence directe de tout ça. Je pense que globalement, on le voit, là, la patience des gens est en diminution. Globalement, on est beaucoup pris chez nous devant des écrans, ce qui fait que ça a différentes conséquences. Oui, la patience, mais aussi la capacité d'attention des gens face à un contenu. On est souvent ultra demandé par différents écrans, par différentes notifications, par bon, plein de choses, ce qui fait que le degré d'attention qu'on met à un contenu précis est assez bas et assez court. Il y a un mythe là, qui dit qu'on est rendu autour de 8 secondes d'attention, là, ce qui est moins que les poissons rouges, ce qui n'est pas peu dire. Mais paraît-il que c'est un mythe de ce que j'ai vu, mais toujours est-il que la constance derrière ça est quand même réelle. C'est-à-dire que on porte moins attention au contenu qu'on regarde. Donc, ce contenu-là, c'est important qu'il frappe, qu'il punch, mais plus que ça, qu'il réponde aux attentes. Parce que puncher, c'est bon, ça fonctionne un court temps, mais il faut que ça réponde aux attentes des gens. Donc, ici, on parle vraiment du respect qu'on va avoir par rapport à la personne, mais aussi ça va toucher vraiment tout non seulement le contenu, la personnalisation, mais aussi la fréquence et tout ça. C'est un peu ça que je veux qu'on explore ensemble. Dans le fond, c'est le fameux customer centric qu'on entend parler depuis des années, dans le fond, ben, il devient encore plus réel, encore plus important en 2023 pour s'assurer que la stratégie de communication est vraiment alignée sur les attentes. Donc, on n'est plus dans avoir les plus grosses bases de données possibles et imaginables, puis on blast. C'est plutôt d'avoir une petite base de données, une base de données efficace, performante, de gens qui est proche de notre marque, de gens qui ont l'intention, qui aiment notre marque. Et à partir de là, travailler sur la relation avec ces gens-là pour essayer d'augmenter un peu. Euh, on parle de bienveillance individuelle, mais l'autre tendance qu'on voit beaucoup, c'est la bienveillance sociétale, si on peut dire. Donc, les valeurs de la marque qui vont aller. C'est là que Pascal parlait là, de l'ESG puis les DI là, qu'on voit souvent parler. Je ne sais pas si tu veux en glisser un petit mot. Là. Ben, en fait, effectivement, là, c'est des sujets, puis je lisais même dans les affaires, c'est quelqu'un qui disait les mots, les termes qui vont être suivis cette année, là, environnement, social et gouvernance, là, le l'ESG et l'équité, diversité, inclusion. Les nouvelles générations, c'est des générations qui sont plus orientés vers ça, que ça les touche un peu plus. Puis comme je disais, on en a, nous, des demandes de certains clients à savoir c'est quoi vos politiques par rapport à ça. Donc, c'est important, je pense, de présenter effectivement c'est quoi votre orientation, c'est quoi, comment vous vous inscrivez dans ces grandes tendances-là. Et moi, ce que j'aime, dans le fond, dans ce que tu dis, Alexandre, puis tu sais, on l'a toujours dit, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité, finalement, des messages qui sont envoyés. Si le span, si le temps qu'on a de concentration est à 8 secondes, ça veut dire, parce que ça vient un peu à l'inverse finalement des nouveaux designs qu'on voit dans les infolettes, on va en parler tantôt, que c'est des designs qui sont épurés, qui sont grands ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ce qui est encore plus important, si c'est ça, c'est il faut que les éléments ressortent dans les messages. Il faut que le client soit capable de voir rapidement le produit, de voir et qu'on ne soit pas dans un excusez le terme, une pizza avec plein d'images partout où la personne n'est pas capable de se retrouver. On était, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on était comme, il ne faut pas que le monde scrolle. Mais là, on est comme dans le plus, OK, il faut que le monde scrolle. Ils vont scroller rapidement. Fait qu'il faut que l'information leur soit affichée de la bonne façon. On va en reparler un petit peu à la fin, là, justement, sur les tendances en design là, qui sont là. Puis je reviens à l'accessibilité. L'autre élément, je pense qu'on va voir, on parle d'accessibilité, de diversité, d'inclusion, mais ça inclut tous les gens qui ont peut-être des enjeux de lecture de courriel et tout ça. On le voit de plus en plus que les marques
tente de créer même des produits spécifiques pour ces gens-là. Puis je fais une comparaison, mais dans le milieu du jeu vidéo, les fameux Xbox et PlayStation de ce monde, ils sortent des contrôleurs adaptés pour des gens qui ont des handicaps quelconques, avec des manettes qui sont plus des manettes, là, c'est des trucs avec des boutons, mais qui répondent plus à leurs besoins, alors que souvent, c'est pas nécessairement leur public cible, mais ils vont aller jusque-là. Puis on le voit aussi dans les communications, il y a toute une technique de codification pour l'accessibilité, pour que des engins, par exemple pour les gens qui ont des problèmes de vue, il y a des engins qui lisent les communications, donc pour ça, ça demande de les coder différemment, ça demande un apport un peu différent d'accessibilité. Fait que tout ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus parce que les gens vont, la bienveillance va marquer. Puis, je vais peut-être même aller rapidement plus loin là-dessus. Quand je parle de la montée du marketing bienveillant, en fait, je pense que la tendance va être en fait à l'inverse. C'est plus comme une stratégie, ça, parce que on l'a dit, la diminution de la main-d'œuvre, diminution des budgets, pénurie d'expertise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui vont peut-être se tourner vers plus du gros blast de communication parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Les budgets respectent ça. Donc, les gens qui vont aller vers la bienveillance, en fait, je pense que c'est les gens qui vont performer. C'est les gens qui vont réussir à se rendre plus loin et à faire profiter de leur marketing. Fait que le marketing va devenir plus précis, intelligent, là, je manque le bon terme, mais plus réfléchi par rapport à ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui va être super intéressant pour la prochaine année. Un autre exemple de choses, c'est tout ce qui est rattaché à la pression commerciale. La pression commerciale, c'est tout simplement de laisser le contrôle au contact sur les points d'interaction, sur la quantité, la fréquence des points d'interaction. Il y a plein d'aspects qui peuvent être touchés par rapport à ça. On a l'exemple ici là, du formulaire de Bonobos qui est un exemple qu'on utilise depuis, je pense, 4-5 ans déjà chez nous, mais je le trouve super bien. Dans le fond, c'est laissons le contrôle à la personne sur à quel point elle veut avoir de nos nouvelles, à quel point elle veut savoir de quoi qu'on parle, parce que des gens vont être intéressés d'avoir des informations une fois par semaine, d'autres une fois par mois. L'idée, c'est de respecter un peu les attentes des gens par rapport à leur communication. Exact. Ça, c'est au niveau de... Ouais. Vas-y. Juste peut-être, là, je veux juste aller rapidement, Alexandre, parce qu'on est déjà rendu à 11h30. Mais un point important, c'est vraiment analyser les gens et leur laisser le contrôle. Parce qu'on a déjà vu des gens qui disaient « Hey, ça n'a pas de bon sens, je communique, j'envoie 5 messages par semaine à certains clients, il faut que ça arrête. » Puis on se rendait compte finalement que ces gens-là, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils sont engagés avec la marque. Fait que c'est d'être capable, oui, de déceler, de laisser le contrôle aux clients, mais mettez pas des règles que vous allez décider. On laisse le client décider c'est quoi la fréquence, c'est quoi, parce que si vous dites, hey, non, ça fait pas de bon sens, c'est trop simple, mais que finalement, les gens, ça ne les dérange pas parce qu'ils sont très engagés, vous allez perdre des opportunités de communication avec eux. Oui, puis dans le fond, c'est ce que je disais, c'est de mettre l'énergie sur réfléchir à son marketing puis à donner des outils plutôt que de réfléchir à quel contenu je peux faire rapidement pour l'envoyer parce que je dois respecter ma fréquence. Fait que c'est là un peu que je voulais aller, mais tu as raison, je vois l'heure, je vais aller plus vite. La personnalisation. Et je vais le passer vite parce que la personnalisation, en gros, moi, ça fait 10 ans que je suis chez Dialogue Insight, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est une tendance 2023, clairement, parce qu'on va bien plus loin que ce qu'on allait il y a 10 ans en termes de personnalisation. Mais la personnalisation reste une tendance, va être probablement un sujet sur les tendances 2024 quand on va se parler rendu là. C'est quelque chose qui va être constant, mais ça va être à chaque fois, on va aller plus loin. Puis dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalisation, plus on veut aller loin, plus on doit passer par les personas, plus on doit passer par une analyse de la donnée, plus on doit passer par un enrichissement de la donnée, puis tout va être basé là-dessus. On peut se baser sur le cycle de vie, on peut se baser sur des outils d'intelligence artificielle comme pour la recommandation de produits, par exemple, ça peut être des éléments qu'on peut regarder. Mais on voit qu'on s'en va vers ça. C'est une tendance facile à regarder, puis je vais donner l'exemple du Canada, mais les programmes de loyauté, on est vraiment en train d'un peu transformer les programmes de loyauté où c'est des programmes
auparavant, beaucoup plus générique. Donc, la fameuse carte que tu peux présenter chez plusieurs commerces qui n'ont aucun lien d'affaires, mais qui fonctionnent. Tu sais, Air Miles, par exemple. Et les gens vont plutôt focuser maintenant sur les programmes internes de loyauté parce qu'ils veulent garder cette donnée-là, parce qu'ils veulent garder cette compréhension de la clientèle-là pour pouvoir offrir non seulement des points, mais aussi exploiter ces données-là pour finalement faire une meilleure personnalisation. Exact. Puis effectivement, la personnalisation, comme tu dis, comme je disais au début, depuis qu'on a de la donnée, est beaucoup plus facile à faire. Quatrième tendance, dans le fond, des campagnes omnicanales pertinentes tout au long du parcours client. On en a parlé, on en parle régulièrement. Dans le fond, c'est la possibilité d'avoir la même image de marque qui se distribue dans tous les canaux relationnels. Mais moi, je parle vraiment plus dans les canaux relationnels présentement, là, qui peuvent être le SMS, qui peuvent être le email, qui sont peu importe les canaux, même probablement votre site web, une borne interactive, tout ce que le client peut voir, des informations qui sont personnalisées. C'est d'avoir des outils qui vont regrouper, qui vont sélectionner les bonnes offres pour une personne et qui vont les diffuser à travers tous les canaux relationnels pour que le discours demeure le bon. Donc, ça va nécessiter des plateformes qui vont être unifiées pour connaître et reconnaître le client puis sélectionner la bonne offre, mais des outils aussi qui vont pouvoir les distribuer. On en faisait des jokes il y a quelques années, on faisait une planification stratégique puis on disait, on aimerait ça à terme, nous, d'être capable de dire, quelqu'un se regarde dans un miroir aux toilettes, dans un centre d'achat ou peu importe, puis d'être capable de le reconnaître visuellement, puis d'avoir la possibilité de dire, ben voici l'offre qui s'adresse à toi directement dans le miroir. Donc, on peut aller là avec l'informatisation, si les contenus sont informatisés, si les offres sont disponibles dans plusieurs formats, d'avoir la possibilité, on le fait déjà avec quelques clients, là, mais de spécifier cette personne-là doit recevoir cette offre-là et de diffuser ça à travers les différents et les efforts marketing aussi, parce qu'on va voir, je pense que les programmes de parrainage beaucoup plus populaires en Europe présentement, quelques-uns un peu ici au Canada, mais dans le fond, les programmes de parrainage dans lesquels on veut que les gens puissent parrainer quelqu'un qui n'est pas un client chez nous, bien ça, tous ces outils-là doivent être intégrés parce qu'on ne veut pas envoyer une promotion à quelqu'un qui est déjà client chez nous en lui disant « tu n'es pas client ». Donc, quand on parle de centraliser tous les efforts, c'est d'avoir un outil qui va vraiment permettre d'accumuler toute cette donnée-là. Et bien entendu, ce que ça va donner comme effet, c'est que ça va vraiment permettre d'optimiser, Alex peut passer à l'autre, d'optimiser les points de contact, de générer d'autres occasions d'interaction, mais d'avoir aussi l'opportunité, comme je dis, d'avoir le même discours pour que la personne ait vraiment l'impression. Puis je sais que souvent, c'est des canaux ou des silos. Là, cette équipe-là est en charge du site web, cette équipe-là est en charge des médias sociaux, mais d'avoir vraiment des équipes qui vont travailler, collaborer ensemble pour que les contenus soient les mêmes et diffusés pour les bonnes personnes. On voit beaucoup de nouveaux canaux. Dans une situation de récession, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment dire hey, on s'en va vraiment puis on investit de façon massive sur des nouveaux canaux cette année, étant donné qu'il y a quand même une situation économique qui est incertaine. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que les canaux que vous utilisez actuellement, il faut investir. On parlait du marketing tantôt, là, bienveillant. Les infolettes, les contenus informatifs, les contenus inspirationnels, c'est la façon de garder contact avec la clientèle au lieu de pousser juste des produits, au lieu de pousser juste des choses, d'aller vraiment informer la personne, demeurer là. Souvent, ce qu'ils disent, c'est que pour les produits similaires, les gens vont préférer aller voir une entreprise dans laquelle ils ont une expérience client qui est plus intéressante. Donc, pour un produit similaire. Donc, je pense qu'il faut investir sur des canaux où on va aider. Puis l'infolette, c'est un des points qui est intéressant avec l'infolette ou avec l'email, c'est un des canaux où est-ce qu'on peut vraiment diffuser du contenu, plus d'un contenu, puis qu'on peut mettre de l'information. Par rapport à les canaux, justement, là, SMS, il y a une grosse différence entre le Canada puis la France par rapport au SMS. Je pense qu'on fait 4000 fois plus de SMS en France qu'on en fait au Canada actuellement, étant donné les coûts. Il y a le RCS qui s'en vient également. Oui, ça va être des balbutiements, ça va continuer, mais je ne vois pas vraiment une super grande progression pour ces canaux-là. Le WhatsApp, je sais qu'il y a certains de nos clients parce qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau du marché. Bon, au niveau, je sais qu'il y a
les circulaires et les prospectus. Les prospectus en France, ce qu'on appelle les circulaires papier, il y a comme une diminution, les gens ne veulent pas les utiliser. Je sais qu'il y a quelques projets qui sont de WhatsApp là, en Europe principalement pour diffuser les catalogues. Donc, c'est une des utilisations qui est faite, mais c'est plus une utilisation de blast dans le sens où on envoie le même message. Donc, oui, c'est du relationnel, mais c'est pas nécessairement vraiment aider la personne. C'est plus comme on faisait avant d'envoyer la même chose à tout le monde. Si vous en avez des projets que vous avez faits ou que vous voulez partager avec des nouveaux canaux que vous avez vus, je sais que le wallet aussi est populaire en France. Il y a des petits balbutiements, on va voir des choses qui s'améliorent, mais je ne vois pas un grand changement sur une nouvelle plateforme là, dans cette année. C'est plus optimiser ce qu'on a actuellement plutôt qu'en ajouter. Ouais. Cette année. Peut-être l'année prochaine un peu plus. Il y a encore un peu de réflexion à faire dans ces outils-là au niveau relationnel, mais effectivement, on le voit, là, ça s'en vient quand même. Exact, exact. Ben, la fameuse intelligence artificielle puis l'automatisation, on parlait encore de pénurie de main-d'œuvre, on parle de difficultés au niveau des budgets, etc. Une des tendances qu'on voit autant au Canada qu'en Europe, là, c'est la volonté des clients de revoir leur processus de travail, d'essayer de gagner efficacement. En fait, de gagner tout simplement de l'efficacité. Ça peut être autant au niveau des process, au niveau du stack technologique là, pour l'optimisation. Je voyais une statistique dernièrement passée sur LinkedIn qui disait que c'était quelque chose comme 60% des efforts marketing, du contenu qui n'était pas réexploité, qui était comme oublié finalement, pas assez utilisé. Je pense qu'on est dans une année où on va essayer de progresser dans ces angles-là, d'essayer de travailler ces exemples-là. Une autre chose que je voyais hier à Québec, un magasin qui ouvre, qui a absolument aucun employé. Tout se fait par code QR et tout, c'est des luminaires enfin qui font, puis c'est des luminaires sur mesure. Donc, c'est une boutique de montres qu'ils ont, mais avec des codes QR et tu peux avoir un système de chatbot pour aller avoir de l'information et passer des commandes, mais avec absolument zéro humain physiquement dans le magasin. C'est des exemples de choses que on va aller toucher pour essayer que les gens qui travaillent chez nous soient le plus proche possible de la réalisation, puis que chaque effort, chaque heure mise de travail va vers quelque chose de concrètement utile pour la marque. Fait que ça, on le voit là, beaucoup par rapport à ça. Fait que, en quoi ça se traduit? Ben, ça se traduit en des gens qui revoient leur connexion. Encore une fois, on parle de revoir la donnée, là, quelle bonne donnée, quel est son sujet, comment je l'obtiens de manière en temps réel le plus possible. Puis ensuite de ça, au niveau du design, de contrôler au niveau des fournisseurs, au niveau même des connexions avec des outils de création de courriel. Exact. Écoute, il va falloir qu'on aille un peu plus vite, là, mais au niveau, l'autre élément qui est super important, puis on le voit là, le chat GPT, tu l'as nommé tantôt, dans le fond, la possibilité de créer maintenant du contenu. Souvent, avant, c'était une limitation par rapport à la quantité de contenu, la personnalisation que je pouvais faire. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il faut faire attention, par contre, il ne faut pas, parce qu'on peut créer 10 fois plus de contenu, qu'on envoie 10 fois plus de messages. Il faut qu'on envoie 10 fois plus de contenu aux bonnes personnes de la bonne façon. Donc, je pense que ça va être des choses. Puis, il y a des outils de génération d'images, même avec du AI, que tu peux rentrer des termes, ça va te générer des images. Donc, il va vraiment avoir une utilisation accrue parce qu'effectivement, ça va améliorer la performance. Je n'ai pas besoin d'avoir, pour nous, à l'interne, même, on utilise certains outils AI pour certaines tâches, puis ça coupe de quasiment 50% certaines tâches que nous, on réalise. Donc, vraiment, on voit que ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis on avait une question, dans le fond, pour le AI. Est-ce que ça, vos projets, vous, comment ça va s'inscrire dans votre stratégie de marketing relationnel? Est-ce que vous avez déjà anticipé des projets de AI pour votre entreprise dans laquelle vous dites, nous, ce qu'on souhaite faire cette année, c'est ça. Je sais que nous, on est en évaluation par rapport à plusieurs projets qu'on veut faire d'intelligence artificielle pour la prochaine année. Fait que peut-être si vous me donnez des cues sur vos besoins ou ce que vous voulez faire, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, collaborer ensemble pour avancer certains trucs. Donc, n'hésitez pas si jamais vous en avez sur la recommandation personnalisée, la segmentation intelligente, un parcours client super adapté, déclenchement d'action automatique, comme parlait Alexandre. C'est des choses là, qui peuvent être intéressantes. Alexandre, il nous reste 4 minutes, puis vraiment la dernière section, je veux qu'on la passe. Ouais.
Dans le fond, en une minute, la délivrabilité. En gros, la délivrabilité et les options de vie privée, on en a parlé rapidement, là, iOS, third party, je vais gagner du temps là-dessus, mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont aller en réaction par rapport à ça. Donc, le nettoyage de base de données, d'avoir le petit montant de données, le lean and mean, comme on dit, par rapport à ça. Puis l'autre chose, ben, c'est au niveau des indicateurs. C'est sûr qu'avec iOS 15 puis son setting de vie privée, ben, le taux d'ouverture est de moins en moins fiable. Par contre, le taux de clic peut l'être, mais encore plus ceux qui sont en dessous, donc le taux de conversion puis les revenus par courriel pour ceux qui sont vraiment en e-com. C'est quelque chose je pense qu'on va voir de plus en plus voir chez nous pour être plus performant à ce niveau-là. Le deuxième aspect, j'en ai parlé rapidement, c'était tout ce qui est la délivre. Les inbox providers sont de plus en plus difficiles sur le positionnement des courriels dans la boîte. Même Gmail fait des tests où le courriel n'est pas nécessairement listé par date reçue, mais plus par pertinence pour l'utilisateur. Donc, même s'il va dans le bon onglet, ça ne veut pas dire qu'il est en haut à son envoi. Fait que c'est plein de choses qui vont beaucoup, beaucoup bouger. Puis on les comprend parce que le nombre de courriels est en augmentation. Là, en 2022, on était à 333 millions de courriels envoyés par jour. Pas chez nous, mais globalement dans le monde. Ouais, sur le monde, ben, c'est une bonne partie qui passe chez nous. On prévoit en 2023 déjà une augmentation d'à peu près 4% de ce chiffre-là. Donc, ça fait qu'ils doivent être plus précis dans leur traitement au niveau des boîtes. Fait que ça va être quelque chose qui va passer par des meilleurs contrôles, des meilleures configurations, mais aussi au niveau du nettoyage. Fait qu'il y a des efforts à mettre parce que tout ça est basé sur de la réputation, puis une réputation, ça s'achète pas, ça se construit. Donc, voilà. C'est un bon point. Dans le fond, la prochaine tendance qu'on voulait aborder, c'est la tendance sur le courriel. Ça demeure, ça va rester. Je voulais quand même aborder certaines tendances qu'on voyait au niveau du design. Comme je disais, dans le fond, on voit vraiment des designs qui sont plus épurés, avec plus d'espace blanc, quelque chose qui est souvent sur une seule colonne. Vous allez voir, on a quelques exemples à la fin. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps, mais si on n'a pas le temps, vous les aurez là, dans la présentation qu'on vous fera parvenir. Un contenu concis, moins click to action. Comme je disais, dans le fond, essayez de ne pas mettre trop de contenu. Quand on met énormément de contenu, c'est long à tester, c'est long à faire, c'est long à tester. Donc, essayez de voir quels sont les contenus qui sont essentiels, de quelle façon vous pouvez couper, de quelle façon vous pouvez amener les gens vers des pages. Donc, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Les designs arrondis sont super populaires. On en voit de plus en plus dans les courriels, que ce soit des encadrés avec des coins arrondis ou même des cercles. Vous allez voir, il y en a quelques exemples. Et ce qu'on dit, dans le fond, c'est vraiment investir sur le contenu et non le contenant. C'est-à-dire faire un contenant qui peut respecter un peu à tout. Ça fait des années qu'on dit ça aussi. Ce que les gens veulent, c'est le contenu. On a participé, dans le fond, à une présentation il y a quelques années. On allait à chaque année, ça c'était fait par Marketing Sherpa, on allait à chaque année à Las Vegas où est-ce que justement on regardait qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi la proposition de valeur qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ce qu'on se rendait compte à chaque fois, on était des gens en marketing dans la salle, c'était vraiment quand même un show assez important. Et à chaque fois qu'on pensait le message qui allait avoir le plus de résultats, on avait toujours faux. C'était souvent le message qui était moins beau, qui avait moins de visuel, qui était un call to action plus précis. On en voit certains de nos clients là, qui sont mis justement à retirer des images, mettre vraiment des images limitées. C'est des tests qui sont à faire selon votre clientèle, selon vos produits. C'est sûr que si vous vendez des produits de design, gardez votre design, mais si vous avez l'opportunité d'avoir, faites des tests parce que c'est vraiment cette façon-là qu'on peut évaluer si nos contenus, si on optimise finalement la bonne chose. On parle du BIMI un peu, là, c'est vraiment la possibilité d'avoir votre logo quand le message est reçu. C'est vraiment pour aider la sécurité. On voit là, que ça va être une tendance. Il y a quand même des coûts par rapport à ça là, qui sont parce que vous devez faire vérifier votre marque, mais ça va rassurer les gens si vous le faites. Donc, on voit aussi cet élément-là. Et moi, j'utilise à l'interne, on utilise MailChart, qui est un outil qui permet de voir différents types
de contenu, différents exemples. Ça peut être des SMS, ils ont des SMS, ils ont des emails. Donc, des fois, c'est le fun d'aller voir ce qui se fait ailleurs au lieu de s'abonner à 10 millions. Puis, vous avez même la possibilité de dire, je suis dans tel secteur, puis je veux voir les choses qui sont beaucoup plus, par contre, au niveau des gens qui sont dans le retail. Si on regarde au niveau de l'interactivité dans les courriels, en fait, des options de sondage, on en voit de plus en plus des gens qui mettent des options de sondage en bas du courriel. C'est bon. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais ça amène quand même une interactivité. J'aime beaucoup l'idée, c'est Litmus, en fait, qui est une entreprise là, qui est vraiment dans le email. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un message quand même assez long, c'est un message informatif, et ils mettent un quiz avec une question et la réponse est à la fin. Donc, ça oblige la personne à quand même passer le courriel et aller chercher la réponse. C'est peut-être une façon à évaluer si votre contenu est long, à évaluer pour voir si vous êtes capable que les gens, ça va capter de l'intérêt, vous allez capter, parce que souvent, on dit que c'est les premiers articles au début qui vont amener. Les gifs animés, comme vous avez le petit monsieur qui est en vélo, des fois, ça peut être un carrousel d'images, dans le fond, qui suivent, qui présente une image en différente. Donc, oui, c'est à utiliser. AMP, pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, c'est vraiment une technologie qui a été, ça existe pour le web, ça existe pour le email. Présentement, il y a juste Gmail et Yahoo. On n'a pas fait parler de ça et présentement, c'est est-ce que ça va mourir ou ça va vraiment naître parce que c'est utilisé très peu parce que c'est vraiment long, parce qu'il faut créer vraiment deux messages. Un message qui est AMP pour ces plateformes-là, Gmail et Yahoo, et un autre message, mais ça amène quand même l'opportunité d'avoir des boutons pour acheter en ligne, donc, il y a quand même un avantage, mais 2023, ça va plus avec la décision, est-ce que c'est endossé par d'autres, parce qu'il faut toujours se fier là-dessus, nous, est-ce que Hotmail vont se mettre à l'utiliser ou Outlook, Microsoft? Est-ce que ça va être élargi? Si oui, c'est peut-être pertinent. C'est peut-être pertinent pour vous si jamais vous avez beaucoup, mais comme je dis, ça alourdit quand même au niveau du temps là, par rapport à la création des messages parce que c'est deux types de messages. Donc, le courriel va rester un outil intéressant. Il y a des belles opportunités et vous allez pouvoir optimiser dans le fond. Et moi, je souhaite que cette année, quand on parlait au début, je disais, peut-être pas nécessairement les nouveaux canaux, mais optimiser, puis trouver votre plus haut taux d'ouverture, votre plus haut taux de clic, plus que d'ouverture maintenant. Trouvez votre plus haut taux de clic, celui qui a amené de plus de conversions sur votre site web et regardez comment est-ce que vous avez fait avec ce message-là et regardez comment vous pouvez dépasser ou surpasser ça. C'est la façon, dans le fond, de vous assurer que vous faites les bonnes actions au niveau. Mais c'est bon pour le email, mais c'est bon pour le SMS, c'est bon pour tous les canaux également. Donc, il reste une minute là, pour passer rapidement à Alexandre. Ouais, je vais les passer super rapidement. Là. Je dirais pas individuellement, mais on a été prendre des exemples chez nos clients et ailleurs là, de choses intéressantes. Puis dans le fond, c'est un peu ce que Pascal disait tantôt. Vous allez voir, le rond est vraiment mis de l'avant. Le fait qu'on est très large dans le produit avec beaucoup d'épuration, beaucoup de blanc, dans le fond, c'est que ça laisse les gens scroller, mais avec le bon showstopper, avec le bon push stopper sur les courriels. Des exemples, j'en ai quelques-uns ici. Je les passe vite. Là. De toute façon, vous allez avoir la présentation, le vidéo, fait que vous pourrez peser sur pause. Ici, on est plus en personnalisation de cycle de vie ou en personnalisation de contenu. J'aime bien celui à gauche, là, on parlait de bienveillance, c'est la ville de Laval qui envoie le relevé du compteur d'eau des entreprises et qui compare avec la moyenne de la ville et qui donne des suggestions par rapport à voici ce que vous pourriez faire ou bon travail, voici comment vous pouvez en faire plus, de l'accompagnement personnalisé qui est possible aussi au travers de ça. Je trouvais ça quand même intéressant comme concept. Au niveau relationnel, Pascal, tu rapidement... En fait, vous voyez, dans le fond, c'est des exemples là, qui ont été faits, dans le fond, l'émoticône, quelque chose d'amical, quelque chose qui est très, vous voyez, là, il y a une image dans le bas, c'est quelque chose qui est très épuré. C'est dans un processus de onboarding. Donc, on enlève le bonjour Pascal, on va plus, dans le fond, à quelque chose de relationnel. Les coupons rabais personnalisés, on va livrer d'ailleurs cette fonctionnalité-là dans les prochains mois. Avoir la possibilité vraiment de générer des coupons, d'envoyer des coupons, faire des suivis sur l'utilisation. Donc, ça, c'est un exemple de Booking.com, dans le fond, qui m'incite et qui m'envoie mon coupon. Je vous ai enlevé le code parce que je ne veux pas que vous l'utilisiez. Puis, Alexandre, le G2, c'est ton exemple à toi d'aide à la décision là, qui va vraiment, et on va le voir de plus en plus, principalement dans le B2B, où
on accompagne le client dans sa relation avec nous, on dit qu'est-ce que tu dois faire, comment tu devrais commencer, qu'est-ce que tu... Donc, on est dans un processus plus d'apprendre à se connaître que vraiment dans un processus de vente. Puis dans ce cas-là, même, c'est comme dans les premiers courriels d'onboarding. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Puis ça pointe tout de suite vers la communauté. Donc, les forums de discussion. Donc, c'est un moyen d'un peu que la personne se sente impliquée dedans, plutôt que de dire « Hey, as-tu utilisé? Hey, veux-tu acheter? » etc., etc. Fait que je trouvais que c'est quand même une approche différente, plus humaine, assez intéressante. Voilà. On est rendu à la période de questions. Il nous reste un beau 3 minutes. Est-ce qu'on avait des questions, Marie-Noël? Oui. Oui, on avait reçu quelques questions, effectivement. Mais tout d'abord, on a une question sur le fait si on allait recevoir la présentation PowerPoint à la suite, donc c'est confirmé. Ensuite, petite question. Vous parlez de privilégier une plus petite base de données. Une question me vient en tête. Serions-nous mieux de supprimer les abonnements de la base de données avec lesquels nous avons aucune interaction? Par exemple, essayer des campagnes pour engager ces abonnés et ensuite les supprimer selon certains critères. L'objectif possible, augmenter le taux d'ouverture, etc. La réponse ne peut pas être oui ou non par rapport à ça, mais c'est une piste clairement explorée. Nous, en nettoyage de base de données, ce qu'on va dire, c'est que si, après un certain temps, il n'y a effectivement pas d'interaction avec une certaine base de données, ça ne sert à rien de leur envoyer des communications. De là à les supprimer, il y a des notions légales rattachées à ça. Il faut faire attention dépendamment du territoire sur lequel vous êtes, mais de retirer les gens des communications quand ils n'ont aucune interaction, c'est garanti que votre taux de performance va augmenter. Puis à la limite, c'est positif. L'idée, c'est un peu plutôt d'essayer de garder tout le monde sans fin. Peut-être mettre une séquence de réengagement ou d'engagement pour ces gens-là. Si ces gens-là ne répondent pas, même à ces séquences de réengagement-là spécifiques, ben peut-être qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt pour votre marque, puis ils sont juste trop lazy pour peser sur ce désabonné, mais ça fait que pour vous, ben, ça a de l'impact sur la performance. Donc, pourquoi les garder? Deuxième question. Je vois de plus en plus des infolettes qui contiennent des vigies de contenu qui mènent vers différents sites et des infolettes qui contiennent des articles complets. Pas de clic à faire, le contenu est 100% dans le courriel. Est-ce que ces tendances que vous voyez devenir importantes? Ben moi, si je peux répondre, en fait, là, moi, effectivement, je vois que c'est des tendances importantes d'aller chercher du contenu qui est ailleurs, d'aller positionner du contenu auprès de vos gens. Ça vient beaucoup dans l'informatif. Si vous n'avez pas le contenu chez vous, ben, vous pouvez prendre les contenus, de faire de la vigie de contenu ailleurs, puis d'avoir vraiment de créer un engouement. C'est surtout fait par des organismes habituellement là, au niveau de ces contenus-là, des associations professionnelles ou des organismes qui sont des communautés. Lorsqu'on est dans un contexte d'entreprise, c'est peut-être un peu plus difficile, mais clairement, pour moi, c'est important de ne pas mettre tout le contenu dans l'infolette. Comme on le dit, dans le fond, la seule façon présentement d'être capable de voir vos résultats, c'est les clics. Parce que les personnes qui ouvrent, vous ne savez pas s'ils sont sur Apple parce qu'ils vont être ouverts de façon automatique. Donc, vous n'êtes pas capable vraiment de voir vos résultats, alors que vos clics vont vraiment vous permettre de voir quels sont les contenus qui sont pertinents, c'est quoi l'intérêt, puis de miser vraiment sur ces contenus-là. Donc, moi, effectivement, je ne mettrais pas les contenus à l'intérieur, je mettrais vraiment des petites descriptions vraiment avec un call to action pour aller visualiser l'information. L'objectif derrière ça, de mettre l'article au complet, c'est souvent pour augmenter le nombre de minutes passées sur le courriel, ce qui est un outil d'engagement pour les inbox providers là, qui se servent de ça pour savoir si c'est un courriel pertinent. Fait que je comprends que tout mettre, ça vous donne pas d'indicateur, clairement. Il y a quand même une raison derrière ça. Je dirais, il y a probablement un compromis à faire entre les deux plutôt que juste avoir une image, un titre et un bouton vers l'article. D'avoir une partie de l'article qui donne le goût d'aller à cliquer est probablement un bon compromis entre les deux. Tout à fait. Merci Alexandre. On a aussi une question par rapport aux gabarits qui sont disponibles dans la plateforme de Dialogue Insight. Est-ce qu'on prévoyait des nouveaux modèles pour suivre les tendances? Effectivement, il y a des nouveaux modèles qui sont en création, en test actuellement, donc qui devraient arriver dans les prochaines semaines également là, pour suivre ces tendances-là. Oui.
Puis il y a un outil aussi qu'on va mettre en place, qu'on est en train de travailler, qui va probablement arriver plus tard dans l'année, mais ça va être un outil où est-ce que vous allez pouvoir choisir un gabarit, pouvoir mettre votre feuille de style. Ça va appliquer automatiquement votre feuille de style. Donc, si vous avez des couleurs que vous utilisez, des choses comme ça, on veut vraiment aller dans les outils qui vont vous aider à être plus rapide, qui vont vous aider à être plus efficace, parce qu'on le sait, la pénurie de main-d'œuvre, ça fait partie des défis de beaucoup de gens, chez nous aussi. Donc, on va aller vers des outils comme ça là, pour la prochaine année. Une autre question, est-ce que envoyer trop de sondages à nos clients peut nuire à notre stratégie relationnelle? Oui. Trop, c'est trop. C'est quoi trop, par contre? C'est là que le meilleur choix, c'est de donner le contrôle. Donc, ça peut être en très dialogue insight, là, ça peut être un consentement, un type de communication spécifique que les gens peuvent choisir la fréquence par rapport à ça. C'est un des éléments par rapport à ça, donc de donner le contrôle. Ensuite de ça, c'est sûr que plus on en fait, ben, plus le taux de réponse est pas énormément élevé. Donc, c'est un gauge vraiment à aller chercher, mais de donner le plus de possible le contrôle à l'utilisateur est un bon moyen de s'assurer d'avoir non pas trop, non pas assez, mais le bon niveau qui est différent pour chaque individu. Et il y a une dernière petite question. En fait, une personne qui demandait c'était quoi le nom de la plateforme pour voir les infolettes d'autres entreprises dans la même industrie. C'est Mailchimp. Mailchimp. Il y a aussi reallygoodemail.com là, qui le fait. Là. Il existe plusieurs plateformes, mais les deux qu'on suit, le Mailchimp est la première, et Really Good Email pas loin derrière. Deux belles plateformes pour aller s'inspirer. Exact. Super, ben ça fait le tour des questions. Il est passé midi aussi, donc on est à la fin de notre webinaire. Donc, merci à tous de votre participation. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Merci à nos deux présentateurs également. Ça fait plaisir.